Mesdames et messieurs, bon midi. Excusez-moi de vous déranger, je sais que vous avez des conversations fort intéressantes. J'insiste encore. Merci, je suis Claude Balleux, président de la Chambre de commerce et industrie du Centre Abitibi. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici ce midi. Au nom de du comité organisateur de cette semaine minière qui se fait en collaboration entre la Chambre de commerce et l'ICM, chapitre Amos. Je veux également remercier nos précieux commanditaires qui sont derrière l'ombre de Mathieu. En fait, ils sont un peu partout, mais ils sont affichés sur le mur ici. C'est fait exprès en forme petite pour vous inciter à vous déplacer et à les voir de plus près. Donc, merci à ces précieux commanditaires. Sans vous, ce serait impossible d'organiser une semaine comme celle-ci. Évidemment, l'industrie minière joue un rôle primordial au sein de l'économie québécoise, autant dans notre vie qu'au quotidien, et effectivement aussi auprès des fournisseurs locaux. C'est une des raisons pour laquelle la Chambre s'implique dans cette semaine minière, avec plaisir. Les activités visent à mettre en évidence l'évolution des projets d'exploration et de mines au Québec pour le bénéfice de tous. Donc, pour la durée des présentations, je vous invite à éteindre vos cellulaires ou éteindre le son, bref, faire en sorte qu'on ne soit pas dérangé par ces appareils du démon. Et j'exagère un peu, hein? Je ne sais pas ce que le démon vient faire là-dedans. Il y en a parmi vous qui pourraient avoir besoin d'attestation de présence pour vos ordres professionnels. Alors, ça peut être fourni. Alors, le cas échéant, laissez vos cartes d'affaires dans la petite boîte derrière, là, qui est toute seule et qui vous attend. Donc, avant la conférence en tant que telle, ce midi, on a le droit à un apéro-conférence. Donc, une petite présentation d'une quinzaine de minutes qui va être faite par Mme Manon Tremblay, qui est conseillère politique au Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie, qui fera une courte présentation pour illustrer, présenter les relations entre la communauté Abitibi-Winnie et les industries minières de la région. Alors Manon, c'est ton tour. T'as oublié tes lunettes. Tu lises ton texte. Bon, ben, bonne présentation. Hey, merci beaucoup. Hey, désolée. Bonjour tout le monde. Kwai kakena, nimenen dan uma edaye. Nijnik kazunan, Manon Tremblay. Je suis vraiment contente d'être. M'entendez-vous bien? Oui? Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Puis je m'appelle Manon Tremblay. Fait que je voulais vous le dire un petit mot en algonquin. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu des mots en algonquin. Kwai, bonjour. Miigwech, merci. Je vais mettre mes lunettes. Mathieu, je te fais un beau sourire. OK, fait que je vais commencer. En fait, je vais dire un petit peu mon historique. OK, bien, c'est ça. Comme Claude disait, je suis conseillère politique depuis octobre 2020. Ça va faire 3 ans. On est rendu au mois d'octobre en élection. Fait que je vais me représenter, c'est sûr. Mais parce que j'aime beaucoup le travail comme conseillère politique. C'est vraiment un bon dossier que j'ai des bons dossiers en main. Fait que je suis aussi porteuse du dossier de la Société du développement économique Amic-Picogan depuis novembre 2021. Je fais partie aussi du conseil d'administration comme présidente depuis janvier, officiellement depuis mars, que je fais partie du CA du développement économique. Excusez, je suis un peu nerveuse, mais ça va se replacer. Je pense que vous comprenez tout, hein? Oui, aussi, je fais partie aussi également du conseil d'administration avec la Chambre de commerce ici à Amos, depuis le début de mon mandat. C'est vraiment une belle gang aussi. Et aussi, j'ai le mandat de travailler pour la population, pour les membres Abitibi-Winnie. Ce que je voulais dire ici, apporter aujourd'hui, c'est que le développement économique, présentement, on est vraiment en développement. On est en restructuration, puis c'est vraiment, on avance. Là. Puis j'ai demandé ici une tribune pour mieux clarifier le fonctionnement du développement économique AMIC de Picogan. Puis je veux remercier aussi Robert et Claude
pour l'ouverture que je sois ici aujourd'hui à vous présenter ce que je veux présenter. J'ai trouvé que c'est une belle opportunité de venir ici parce qu'il y a beaucoup de questionnements concernant les mines. Concernant les mines. Je parle aux minières ici. Dans le fond, je parle aux minières. C'est le but de la rencontre. OK. Excusez. C'est le but de la rencontre. Ici, je parle uniquement de ce qui concerne les entrepreneurs Abitibi-Winnie et le Régis. C'est l'objectif de la rencontre. C'est important de faire cette mise au point parce que c'est rendu nécessaire, parce qu'il y a eu des différents précédents laissant croire que la compréhension de notre façon de faire n'est pas réellement comprise par tous. Fait que l'objectif n'est pas ici de mettre la faute sur quiconque, mais bien de clarifier nos ententes. Tout d'abord, j'aimerais débuter en rappelant que nous sommes en accord avec le développement économique, la Société de développement économique, l'exploitation responsable des ressources naturelles sur notre territoire ancestral. Nous avons la volonté de travailler dans un esprit constructif et respectueux avec nos partenaires des minières qui sont présents et exercent leurs activités sur notre territoire ancestral. Cependant, nous sommes vigilants et nous voulons nous assurer que nos ententes soient équitables et justes pour tous nos membres. C'est pourquoi je dois rappeler que toute l'exploitation minière sur le territoire devrait faire l'objet d'une entente avec le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie et avec la Société de développement économique AMIC. Je t'avais de finir, là, je vous dis, ça ne sera pas trop long. Évidemment, nous comprenons qu'il arrive parfois que les opérations minières surviennent avant la mise en exploitation d'une mine ou avant la conclusion d'une telle entente avec le Conseil. Mais vous comprendrez aussi que nous comptons sur un maximum de retombées au bénéfice de nos membres et également de nos entreprises pour toute activité effectuée sur notre territoire ancestral. Le Conseil reconnaît l'importance de soutenir les entreprises Abitibi-Winnie, lesquelles ont un impact positif direct sur le développement social et économique de notre communauté et de nos membres. Ça paraît, je lis une lecture, hein? Il fallait que j'écrive, c'est important pour moi. Mais également, le Conseil soutient les démarches de la Société de développement économique, c'est sûr. Mais ce que je voulais, le gros point ici, là, ce que je voulais apporter, là, c'est que les entrepreneurs, Abitibi-Winnie, n'étaient pas sur la liste la liste des registres. Mais rien n'empêche qu'ils peuvent aller travailler. Okay? Tous nos entrepreneurs peuvent aller travailler. Cependant, ils sont considérés comme des allochtones s'ils ne sont pas sur la liste des registres. C'est ça que je voulais venir clarifier, en fait. Je trouvais ça important que ça soit clarifié. Cependant, ils ne sont pas considérés allochtones, mais ne sont pas empêchés d'aller travailler non plus dans les mines. C'est bien important de comprendre ça, qu'ils ont le droit au contrat, ils ont le droit d'aller travailler avec les minières, puis avoir des contrats avec les entreprises minières. Cependant, ils ne peuvent pas bénéficier du gré à gré du 5 % pour le moment. Mais présentement, le développement économique AMIC est en négociation présentement avec les entrepreneurs Abitibi-Winnie. Puis les entrepreneurs seront sur la liste de registre minière le temps de la négociation. Fait qu'on va mettre les gens, les entrepreneurs. On a 5 entrepreneurs au conseil, aux membres d'Abitibi-Winnie. Fait qu'on va les mettre sur la liste de registre parce qu'on est en train de faire une genre de petite négociation. C'est quelque chose de tout petit qu'on veut faire avec eux, mais ils vont être sur la liste de registre à l'avenir. C'est ce que je voulais clarifier, en fait. Le développement économique s'engage aussi à transmettre aux entreprises minières la liste des entrepreneurs Abitibi-Winnie. Y a-t-il des miniers? Là, je regarde vos visages, mais à qui je ne connais pas toutes les personnes qui travaillent. Vous faites toute partie des mines, ça, je le sais, mais c'est vraiment pour donner les... En tout cas, je vais continuer. Excusez. Hein. Je voulais juste nommer les entreprises Abitibi-Winnie. Ici, il y a M. Kenny Rupertas, directeur général de la coopérative de solidarité de Picogan, qui va être sur la liste de registre. Il y a aussi M. John Mouat, président de Nican Construction, qui est à l'arrière. M. Alec Mapachi, président de Tim Assini. Il y a M. Wayne Valin-McDougall, président de Chiman. Je ne sais pas si vous connaissez ces entreprises-là. Oui, vous en connaissez? OK. Lui, c'est Chiman Construction. Il y a aussi M. David Kistabish, lui, c'est la compagnie, Keewaydon. Je ne sais pas si vous connaissez, vous devez connaître. Oui. OK. Il va y avoir les entités aussi qui vont être sur la liste de registre, mettons comme l'hôtel Rodwin. Ça s'en vient bien pour l'hôtel Rodwin.
Il y a aussi la pourvoirie, Mistawak. Je ne sais pas si vous connaissez la pourvoirie. Non? OK. Ça a l'air d'être nouveau, hein? OK, là, je suis plus calme, là. Je vais me mettre à rire. Il y a aussi l'entité, il y a Gaz au Nord, il y a le camp Chikubi, il y a Acquis Ressources. Puis on va mettre aussi probablement les artisanats à venir. Probablement, on va mettre d'autres choses sur la liste de Régis. Mais en fait, je t'avais de finir, mais tu sais, on vous encourage vraiment vivement à faire appel aux entreprises de chez nous, de Picogan. Et nous vous encourageons à communiquer avec la Société de développement économique, AMIC, avec M. Steve Rankin, qui est assis à la table ici. Et puis, vous pouvez toujours me contacter aussi pour quoi que ce soit concernant ce que je viens de parler, concernant la liste de registres, les employeurs, les entrepreneurs. Mais ma porte est toujours ouverte. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec moi aussi pour clarifier le fonctionnement que nous vous proposons ou pour discuter de tous les sujets qui vous préoccupent. En fait, c'était ça. C'est bien simple, c'est que je voulais vraiment apporter ici vraiment que les entrepreneurs Abitibi-Winnie, on va les mettre sur la liste de registre, fait qu'ils vont être là-dessus pour qu'ils puissent bénéficier justement des retombées puis bénéficier du gré à gré, le 5 % et tout ce qui concerne l'entente qu'on a faite avec les minières. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, vous avez l'air à me regarder, vous n'êtes pas trop au courant, hein, je pense, un peu. En tout cas, y a-t-il des questions? Il y a une période de questions ou... Je ne sais pas. Moi, je l'ai fait court, je l'ai fait simple. Puis, pour moi, c'est important de venir parler concernant les entrepreneurs. Et voilà. Ben merci. Merci. S'il y a des questions, mais je vais être ici à la table. Puis, Steve Rankin aussi est à la table. C'est bon? Merci. Merci, Mme Tremblay. Je me présente, Robert Cloutier. Je suis le président de la section ICM à Amos. Et je vous remercie de participer aux activités de la semaine minière. Encore une fois, c'est important de venir et de se tenir au courant de ce qui se passe, des innovations qu'on a dans notre industrie. Puis, Manon l'a mentionné tantôt, je pense qu'ici dans la salle, tout le monde gravite autour de l'industrie. C'est le fun, là, mais c'est prêcher à des convertis, ça ne nous fait pas avancer plus que ça vis-à-vis le reste de la population, parce que dans le moment, il y a des consultations qui se font où, en fait, l'industrie est plus ou moins représentée. Ce serait peut-être intéressant de profiter des opportunités qu'il y a dans des activités comme ça pour essayer d'inviter des gens autour de nous autres qui pourraient bénéficier là, de comprendre un petit peu plus l'industrie. Je vais arrêter là. La conférence de ce midi est donnée par M. Patrick Sévigny, président et chef de la direction de Stornoway. Monsieur Sévigny est titulaire d'un diplôme en génie minier décerné par l'École polytechnique de Montréal. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et cumule plus de 30 ans d'expérience dans la gestion et l'opération de mines à ciel ouvert et souterraines, d'usines de traitement et de projets. Patrick a joint Stornoway en janvier 2015 comme directeur des opérations minières, excusez. Il a par la suite occupé les postes de vice-président opérations, puis chef des opérations avant d'être nommé président et chef de la direction en 2022. Avant de se joindre à Stornoway, Patrick a œuvré à la corporation aurifère QMX, où il a occupé les postes de directeur général de la mine Herbin et de vice-président des opérations. Auparavant, il a occupé plusieurs postes aux opérations et de gestion aux mines Musca et Doyon, appartenant à IAMGOLD. Notamment, il a été responsable du fonçage d'un puits et de la construction de diverses infrastructures minières. Au cours de sa carrière, Patrick a également été impliqué et responsable de la réalisation d'études de préfaisabilité et de faisabilité. Patrick siège aussi au conseil d'administration de l'AMQ depuis 2018. Natif de Val-d'Or, Patrick demeure attaché à l'Abitibi, y ayant résidé pendant plus de 45 ans, où il demeure toujours avec sa famille. Patrick.
Merci Robert. Vous m'entendez bien? Donc, merci à la section Amos de l'ICM de m'accueillir ici aujourd'hui. Ça fait déjà quelques années, je dirais, qu'on est en communication, entre autres, avec Ghislain. Puis bon, il y a des choses ont fait en sorte qu'il y a quelques années, j'ai dû annuler. Mais c'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui. Comme Robert le soulignait, je suis natif de la région, je suis très fier. Je suis né à Val-d'Or. J'ai des racines très proches d'Amos, ma mère étant native d'Amos. Donc, ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, ça va dans le cadre aussi de la semaine minière, de l'approche que l'Association minière du Québec a à titre de vulgarisation. Donc, la mine Renard. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous parler de la mine Renard. Excusez-moi, là. Je vais prendre le micro, je vais être plus à l'aise. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous présenter Stornoway. La mine Renard, c'est une opération fly-in, fly-out. C'est quoi une opération fly-in, fly-out? On mine une commodité qui est plutôt rare aussi, le diamant. Je vais vous expliquer un peu comment que ça se produit, le marché du diamant, comment c'est commercialisé, comment on le vend. Par la suite, je vais revenir avec un peu plus de détails sur l'opération minière, qu'est-ce que c'est Renard plus en détail. Et je vais terminer par les perspectives d'avenir. Donc, si j'ai bien mémorisé ma présentation, je viens de vous présenter le plan. Maintenant, les enjeux techniques. On essaie toujours d'arriver à l'avance, de se préparer, de tout essayer, tout fonctionnait, puis... OK, je pense que c'est parti. Donc, c'est correct, à moins que ce soit toi, Robert, qui... OK. Donc, on va se roder, ça va prendre quelques secondes, puis on va prendre notre air d'aller, puis ça va aller rondement. Donc, la présentation, je viens de la faire. Bon, dans un premier temps, Stornoway, qu'est-ce que c'est Stornoway? Bon, pour certains d'entre vous, vous vous souvenez, initialement, Stornoway était une société publique. Malheureusement, il y a des ennuis financiers qui ont fait en sorte qu'il y a eu une restructuration financière en 2019 suite à une faillite. Les créanciers de premier ordre sont devenus des actionnaires de Stornoway. Donc, l'actionnariat de Stornoway, Stornoway est une compagnie privée. Les actionnaires principaux sont présentés à l'écran. Donc, il y a Investissement Québec qui est actionnaire à 35 Redevance aurifère Cisco, 35 aussi. La Caisse de dépôt et de placement du Québec à raison de 17 et une autre compagnie de redevance aurifère qui s'appelle Triple Flag, dont le siège social était à Toronto, à une hauteur de 13 on représente aussi deux compagnies qui sont des gestionnaires de fonds de retraite américaines qui sont pas actionnaires, mais créanciers de l'entreprise, Washington State et Albion Investors. Donc, Stornoway, compagnie privée depuis 2019, principaux actionnaires, vous voyez en grande proportion des actionnaires québécois. Maintenant, l'équipe de Stornoway. Premièrement, Stornoway, le siège social est à Longueuil, métro Longueuil pour les anciens. Maintenant, c'est une station Université de Sherbrooke. On a un bureau à Mistassini, un bureau d'affaires aussi à Chibougamau et une équipe technique de géologues à Vancouver. Stornoway, c'est 537 employés, principalement localisés à la mine, 37 environ au siège social à Longueuil, 500 à la mine Renard. Proportion de travailleurs CRI, 7 37 travailleurs CRI. Des gens du nord du Québec, région UST, nord du Québec, Chapet, Chibougamau, bien sûr, 86 travailleurs, 16 de la main-d'œuvre. L'Abitibi, 75 travailleurs qui proviennent d'Abitibi, 14 de la main-d'œuvre. On est aussi très fiers d'avoir des gens qui viennent de différentes cultures. Chez Stornoway, il y a plus de 30 nationalités ou cultures différentes qui travaillent avec nous.
Et ça a l'avantage d'amener des belles dynamiques. Les gens on voit les choses sous différents angles. Et ça fait en sorte qu'on peut... il sort des très bonnes idées des fois. Des fois, ça paraît farfelu à prime abord, mais ça nous mène loin. Pour répondre un petit peu à Mme Tremblay, puis si je vais mettre mon chapeau comme administrateur de l'Association minière du Québec, en termes de relations avec les communautés, les parties prenantes, chez Stornoway, ce qui a été fait dès le début, avant même que la construction ne débute, il y a eu une entente signée avec... on a conclu une entente ensemble. On n'a pas eu besoin avec beaucoup de communication et surtout de transparence. On a eu beaucoup de dialogue. On est venu à comprendre les enjeux de chacune des parties. Et c'est pour ça que ça a été très facile de conclure une entente IBA, Impact and Benefit Agreement, avec les cris de Mistissini. Aussi, on a conclu des ententes dès 2012 avec les partenaires, les parties prenantes étant Chapet et Chibougamau. Et ce qui est très important aussi, je mentionne la communication, et c'est ce qui est prôné aussi à l'Association minière du Québec, d'avoir des communications très tôt dans le processus. Déjà à l'étape d'exploration, c'est là qu'il faut commencer à se parler. Comme ça, les attentes de chacune des parties sont bien connues et on est en mesure de les respecter. Ce qui est important aussi, au niveau des ententes avec les partenaires, c'est de s'assurer que ces ententes-là soient maintenues. C'est de s'assurer de maintenir le dialogue. Pour ce faire, chez Stornoway, qu'est-ce qui a été conclu avec nos partenaires? C'est qu'on a créé 3 comités, le comité Renard, le comité Environnement et le comité Formation et Emploi. L'objectif du comité Renard, c'est de s'assurer que l'entente d'impact soit respectée, soit bien connue des parties. Ça évolue, les parties évoluent, les gens changent, mais il faut s'assurer que l'esprit des ententes soit bien compris de chacune des parties. Au niveau environnement, on s'assure que, encore une fois, les priorités de chacune des parties, dans notre cas, c'est la communauté cri de Mistissini, on comprenne bien leurs priorités et on les respecte. Et on travaille beaucoup ensemble afin justement de bien performer à ce niveau. L'autre aspect, formation et emploi, c'est de s'assurer que s'il y a des opportunités, nos partenaires puissent en bénéficier en priorité. Donc, la formation est un aspect très important. Je vais passer rapidement, j'ai beaucoup de matériel, mais je vais juste terminer en disant que aussi Stornoway, la mine Renard, adhère à l'initiative VDMD, c'est vers le développement minier durable. Le VDMD est endossé par l'Association minière du Canada, l'Association minière du Québec, et c'est, disons, les bonnes pratiques en développement durable. C'est un bon guide afin de s'assurer qu'on agit en tant que développeur et on agit de façon durable. Excusez-moi, au début de présentation, toujours un peu la bouche sèche. Stornoway, développement économique, contribution économique. Stornoway, c'est un budget d'opération d'environ 220 millions canadiens par année, 140 millions en biens et services, 75 millions en salaires. Abitibi, à sa large part, 40 millions en 2021 et en 2022 de dépenses en biens et services dans la région, sur 140, c'est environ 30%. Vous voyez, 90% de nos investissements, de nos achats sont faits au Québec, un peu au Canada et un peu en Europe. La mine Renard, située en plein centre du Québec, en plein centre territoire Yoichi, à 800 km d'Amos, 800 km à vol d'oiseau de Montréal, mais plutôt 1000 km par la route. Ici où on présente aussi, j'ai un peu de misère avec la souris. Je vais tenter de la retrouver. Mais ce qu'on présente aussi, c'est les mines de diamants présentes au Canada. Vous voyez en Ontario la mine Victor, qui a fermé ses portes il y a quelques années.
dans les territoires du Nord-Ouest, plus au centre de la diapositive. OK, je pense que j'appuie sur mauvais. OK, je l'ai retrouvé. Donc, les mines Ekati et Diavik, qui sont, disons, des mines très gros producteurs de diamants depuis des dizaines d'années au Canada. Malheureusement, ces deux mines ont annoncé que leurs ressources s'épuisent. Ils vont terminer dans quelques années. La mine Snap Lake appartenait à De Beers, qui a fermé ses portes aussi il y a quelques années. Et la mine Gahcho-Kué, qui appartient à partenariat de Mountain Province et De Beers, qui... et je l'ai retrouvé. Et Mountain Province, qui est en production. Un producteur d'environ 6 millions de carats par année. Maintenant, je voulais parler que la mine Renard, c'est une mine fly-in, fly-out. Donc, avant de commencer à penser à sortir une tonne de minerais, il faut s'assurer d'accueillir nos travailleurs, il faut s'assurer qu'ils sont en sécurité, il faut les nourrir, il faut qu'il y ait de l'eau potable. On génère des déchets, on a besoin d'eau, on a besoin d'égouts, on a besoin de tous les services qu'une ville offre et même plus. Donc, premièrement, pour déplacer nos travailleurs, tous nos travailleurs pour des raisons de sécurité, sont déplacés par avion, malgré qu'il y ait une route. Les travailleurs se déplacent par avion. C'est quand même des distances considérables sur un chemin de gravier en conditions hivernales à moins 50. C'est pas l'idéal. Donc, Port-d'Attache, Val-d'Or, Chibougamau, Saint-Hubert et Québec. Le camp de la mine Renard a une capacité de 330 chambres. On se doit aussi d'avoir des activités récréatives, gymnase, salle récréative, pool, salle de musique, table de pool, ping-pong. On a même un aréna l'hiver qui n'est pas chauffé, bien sûr. Donc, à moins 45, on ne reste pas longtemps sur le banc. Très grande particularité de la mine Renard est reliée par une route permanente. L'extension de la route 167, c'est la seule mine de diamants au Canada qui est reliée par une route permanente. Vous pouvez comprendre qu'en termes de... Si on faisait référence à la mine Gahcho-Kué dans les territoires du Nord-Ouest, qui rentrent tout leur matériel sur une route de glace dans une période qui devient de plus en plus courte, année après année, quand on parle des quantités de diesel, de composantes mécaniques que ça prend, imaginez la quantité de containers empilés à ces mines-là. On a cet avantage-là. Donc, les travailleurs sont transportés par avion, comme je disais, la marchandise par la route. On est très fiers, dans le temps de la construction, on a été très fiers d'avoir complété la construction de la route en deçà du budget et en respectant l'échéancier. Fait particulier, encore une fois, c'est les 17 ponts qui relient les 97 derniers kilomètres. Ça, c'est une route qui a été construite par Stornoway, dont on a la responsabilité d'entretenir 17 ponts de bois qui ont été construits à partir de poutrelles de bois produites par Chantier Chibougamau. En tout cas, j'ai eu l'occasion de la faire à quelques reprises, puis c'est merveilleux de pouvoir circuler dans le territoire de la baie James. Bon, on parlait qu'on déplace les gens, il n'y avait pas d'aéroport, on ne pouvait pas bénéficier d'un aéroport déjà existant. Fait qu'après la construction de la route en 2013, on s'est affairé à construire l'aéroport. L'aéroport a une piste de 5000 pieds ou tout près de 5000 pieds et une largeur de 30 mètres. La philosophie de Stornoway au niveau de la construction et toujours en opération était de s'assurer de la sécurité des travailleurs. Donc, on avait une approche où est-ce qu'on investissait sur des infrastructures de haute qualité pour tout ce qui concerne la sécurité des travailleurs et leur bien-être. Donc, cette piste d'atterrissage-là est un bon exemple dans le sens où le système de signalisation, les lumières de la piste sont de la même qualité que ce qu'on retrouve à Dorval. Donc, on peut recevoir des avions 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Comme ça, si jamais, pour une raison quelconque, on se doit d'évacuer un travailleur, on est en mesure de le faire.
Donc, c'est le genre d'approche qu'on avait chez Stornoway au niveau de la construction et qui s'est maintenu. Je vous parlais des infrastructures, services de santé, j'oublie toujours le terme. Au niveau du service de santé, le personnel médical de la clinique est composé de 5 infirmiers spécialisés, donc ils peuvent prodiguer des soins de première ligne. On a toujours un médecin qui est sur appel, si on veut, et ils peuvent prodiguer des gestes médicaux sous la supervision à distance d'un médecin. Donc, ils sont aussi responsables de la prévention de la santé de nos travailleurs au sein de l'entreprise. Puis, on a toujours un lien direct avec la santé publique. Je peux vous dire que ce lien-là, dans le temps de la pandémie, on l'a utilisé grandement. Quand on parle de services qu'on doit offrir, puis je comparais ça à ceux d'une ville et même supérieure, bon, ben, on parle de services santé, on doit approvisionner, on doit avoir de l'eau potable. Fait qu'on a une usine, bien sûr, de traitement des eaux pour générer de l'eau potable. On a une usine pour traiter l'eau domestique. On va à la toilette chez Stornoway, fait qu'il faut traiter nos eaux aussi. Et malheureusement, ben, des circonstances malheureuses qui se produisent. On a une morgue, aussi surprenant que cela peut paraître. Et au cours des 8 dernières années, ben, il y a eu 2 décès de causes naturelles chez Stornoway, mais on est en mesure on était équipés pour gérer ces situations-là. C'est indiqué, mais les équipes d'urgence en environnement, pompiers, ambulanciers, ainsi de suite, on est en mesure d'intervenir sur la route, sous terre. Stornoway est très fier de son équipe de sauvetage minier qui a gagné le championnat québécois à quelques reprises au cours des dernières années. Puis on va être compétitif encore cette année à fin mai à Val-d'Or. Ce qu'on voit ici, c'est une vue générale du plan. Je n'énumérerai pas toutes les infrastructures, mais on voit le camp à la base, ici. Donc, les différentes infrastructures qui nous permettent d'opérer la mine. Ce que je veux faire remarquer, c'est que c'est un site très compact. Et ça, c'était une priorité de nos partenaires CRI. Les CRI, dès le début, ils nous ont dit, pour nous, c'est la qualité de l'eau qui se doit d'être préservée. Donc, on s'est affairé de travailler et planifier un site le plus compact possible. Ça a des effets collatéraux. Quand il vient le temps de la fermeture, moins d'air restauré, donc des coûts inférieurs. Donc, il y a moyen de trouver des avantages en communiquant dès le début, encore une fois. Aussi, comme je vous disais, la priorité était la gestion de l'eau ou la qualité de l'eau. Vous voyez qu'on est entouré de lacs. Et j'aimerais porter votre attention. C'est peut-être pas évident, mais ce que je pointe ici, tout le long, c'est un fossé. Fait que vous voyez, il y a un fossé qui part, le nord est en haut de l'écran, il y a un fossé qui part au nord et qui descend vers le sud. Et ce qui fait en sorte que toute l'eau générée par le site et même les eaux de ruissellement qui tombent sur le site sont récupérées par ce réseau de fossés-là. Cette eau-là est acheminée par gravité vers la fosse R65 pour être ensuite traitée et retournée dans l'environnement. Et l'eau qu'on retourne dans l'environnement, en termes de turbidité, en termes de matière en suspension, c'est moins élevé que l'eau qu'on puise pour générer l'eau potable. Donc, encore une fois, on a écouté, on a entendu, puis on a agi. Les diamants. Ils sont rendus où, mes diamants, là? Je vous ai entendu. Ouais, ben c'est un bon, peut-être en faire publicité. J'ai beaucoup de matériel. J'aurai peut-être pas beaucoup de temps. Vous allez être occupés. Vous avez une journée aussi. Peut-être les faire circuler, s'il vous plaît. Laissez-les pas dans vos poches. Parce qu'il y a des caméras un peu partout, là, puis on vous surveille. Non. J'ai apporté des diamants bruts, quelques diamants bruts, fait que je vous demanderais peut-être, Louise, si tu veux faire circuler. Il y a un diamant, vous allez voir, il y a un diamant dans la pierre, qui est toujours incrusté dans la pierre. C'est un diamant brut de 9 carats. Puis les 2 autres petits diamants, dans les petits bocaux de plastique, c'est des diamants d'environ 1 carat à l'état brut.
C'est une occasion unique qu'on vous offre aujourd'hui de pouvoir voir des diamants à l'état brut. Encore une fois, je vous demanderai de pas ouvrir les petits bocaux, s'il vous plaît. Donc, les diamants de la mine Renard. C'est quoi du diamant? Essentiellement, c'est du carbone. C'est du carbone qui subit de très haute pression et de très haute température. Il se transforme en diamant. Le poids des diamants, tout comme l'or, est exprimé en carats. Un carat, c'est 0,2 grammes par tonne. Ça a la particularité d'être le minéral le plus dur. C'est utilisé, bien sûr, en joaillerie, pour ceux de plus grande qualité, mais aussi beaucoup à des fins industrielles, abrasion, forage, dentisterie, ainsi de suite. OK. J'ai un petit animé, mais je pense qu'on va l'essayer une fois. C'est toujours tricky. Mais je vous disais, bon, la formation d'un diamant, ça se passe environ 200 km sous la surface de la Terre, dans des conditions particulières, à des pressions et températures extrêmement élevées. On parle de 1300 à 2000 degrés Celsius. On parle de 800 1000 PSI de pression. Et sous certaines conditions, il y a une éruption volcanique très violente qui se produit et qui fait en sorte que le diamant voyage via un magma kimberlitique, la kimberlite, qui souvent on vulgarise ça en disant que c'est l'autobus qui transporte les diamants vers la surface et qui amène les diamants vers la surface via un volcan, en d'autres termes, à des vitesses assez incroyables. Bon, là, OK. Fait que vous allez voir, en bas de l'écran, à droite, il y a la vitesse du volcan qui va se développer à partir de 200 km sous la surface de la Terre jusqu'à son éruption en surface. Donc, on essaye ça. Fait que vous voyez, au début, c'est environ 20 km/h pour les 150 premiers kilomètres. Puis plus proche qu'on arrive de la surface, plus la vitesse augmente. Et éventuellement, ça atteint des vitesses de 1200 km/h près de la surface. C'est pour ça que c'est répandu sur une très grande surface et on peut trouver des diamants à des très grandes distances. Ce qui, au niveau exploration, crée un défi additionnel, on pourrait dire. Fait à noter, c'est que bon, c'est des événements qui ne surviennent plus, c'est très ancien. L'éruption kimberlitique de la mine Renard est datée d'environ 640 millions d'années. Sur la surface du globe, les secteurs qui sont en bleu représentent les endroits où il est plus propice de trouver des kimberlites. J'attire votre attention sur les points jaunes et bleus. Parce qu'il peut avoir une éruption volcanique, il y a de la kimberlite, mais cette kimberlite-là peut ne pas contenir de diamants. Et dans la plupart des cas, les kimberlites ne contiennent pas de diamants. Donc, c'est un événement déjà très rare, une kimberlite. C'est d'autant plus rare d'avoir des diamants dans la kimberlite. Donc, les points bleus et jaunes représentent les endroits où il y a des kimberlites diamantifères et économiques. Bon, juste pour illustrer ce que je disais, depuis 1870, il y a 6800 kimberlites qui ont été identifiées sur la surface du globe. Parmi celles-ci, là je réfère aux barres en bleu, parmi celles-ci, il y en a 1000 qui contenaient des diamants, donc 15% des 6800. Et parmi ces 1000-là, il y en avait 65 qui contenaient suffisamment de diamants pour penser faire une opération rentable. Et il y en a seulement 7 dont la valeur estimée atteignait en contenu diamantifère 20 milliards. Donc, c'est très rare d'avoir une kimberlite, c'est encore plus rare d'en avoir une, et à partir de laquelle on peut faire une exploitation minière rentable. À la mine Renard, on produit environ 1,8 million de carats par année. On extrait environ, en usine, on traite 2,5 millions de tonnes par année. Depuis le début de la production, à la fin 2016, on a produit
La mine Renard a produit 10,5 millions de carats. La qualité des diamants, on produit environ une qualité joaillerie, une qualité gemme, de l'ordre de 60 à 65% de notre production qui est justement de qualité gemme. Comme il est indiqué, production de la mine Renard, essentiellement, on produit des petits diamants. Vous voyez ce qui circule. Les plus petits, c'est 1,15 carats. On produit 85% de notre production est inférieur à ça. Donc, le 9 carats que vous voyez, c'est une belle pièce. C'est exceptionnel. Puis en plus, elle est toujours associée à la kimberlite. La roche qui l'entoure, c'est de la kimberlite. On produit des diamants qui sont d'une couleur parfaite, c'est-à-dire sans couleur, totalement transparent, qui ça va jusqu'au brun. Un des petits diamants est justement brun, puis à travers ça, il y a des jaunes. On a produit, là je vous le dis, là, ça se compte sur les doigts de la main, 2, 3 violets. On espère toujours en avoir plus parce que ces diamants-là ont une très grande valeur comparativement aux diamants clairs. Marché du diamant. Bon, je vais passer rapidement sur elle, mais sur la planète, il y a environ actuellement, au moment où on se parle, 40 mines de diamants en production. Stornoway, le plus gros producteur de diamants, est situé en Afrique, au Botswana. La mine, excusez-moi, mais Janeg, 13 millions de carats par année. On produit 1,8 million, donc 6-7 fois plus. Il y a plusieurs producteurs qui sont au même niveau que nous autres, là, mais on est entre le 15 et 20e producteur au niveau mondial. Il y a plusieurs petites mines entre 200 000 et 1,5 millions de carats par année. Les plus gros producteurs en volume, on parle de compagnie maintenant. Alrosa, une compagnie russe, produit 27% de la production mondiale. De Beers, même niveau. En termes de valeur, De Beers produit plus de valeur parce qu'il produit des diamants plus gros de meilleure qualité. Alrosa est définitivement le plus gros producteur en volume de diamants et surtout de petits diamants. Vous allez voir un peu plus tard, ça a une influence sur les prix du marché. Okay, comment ça se passe, la vente de diamants? Premièrement, chez Stornoway, il y a deux façons de vendre les diamants. C'est à contrat ou par encan. De Beers et Alrosa travaillent beaucoup à contrat, étant donné les volumes de production qu'ils ont. Chez Stornoway, un volume plus petit, on vend par encan via un courtier qui est situé en Belgique. La Belgique, c'est une plaque tournante au niveau de la vente du diamant brut. Étant donné leur association avec le Congo dans le passé, où est-ce que le Congo est un producteur de diamants et en tout cas, je n'irai pas dans plus en détail par rapport à ça. Fait qu'on travaille avec un courtier spécialisé en la matière. La façon dont ça fonctionne, on fait 8 ventes par année, environ 200-250 000 carats par vente. Les ventes durent 2 semaines, c'est-à-dire que les clients se présentent aux installations du courtier. Premièrement, les clients sont sélectionnés. C'est pas n'importe qui arrive là à n'importe quelle heure et dit « je veux voir des diamants ». Il y a un due diligence qui est fait, doit être sélectionné. Les clients doivent acheter sur une base régulière, sinon il y a une liste d'attente. Ils perdent leur droit de participer aux encans. Bien sûr, vous comprendrez que c'est des installations hyper sécurisées, étant donné la valeur qui circule dans ces installations-là. Donc, sur rendez-vous, les clients se rendent, déterminent les lots de diamants qu'ils veulent voir. Ça, c'est des exemples de lots qui sont faits. Fait que vous voyez à la base de l'écran les différents, c'est toute la même grosseur de diamants, mais vous voyez la différence de couleur que ça peut avoir. Donc, souvent, ces lots-là sont subdivisés afin d'arriver à des volumes intéressants pour les différents acheteurs, afin de susciter une compétition, de maximiser la valeur. Donc, c'est le rôle du courtier de faire ça. Une fois, donc, les clients se présentent, indiquent les lots qu'ils veulent voir.
et soumettent leurs offres via une plateforme électronique à la fin de la période, la fin du tender, la fin de l'encan. Après 2 semaines, bon, les offres nous sont dévoilées. Puis Stornoway a le droit d'accepter ou non les offres. Donc, par vente, je parlais d'environ 250 000 carats. 250 000 carats, ça va être subdivisé en 115 lots. Des lots qui varient entre 10 carats et 10 000 carats. Donc, les pierres les plus grosses en haut de 10,8 carats, c'est un lot unique. Donc, il y a une clientèle particulière pour ça. Les diamants plus fins, qui ne sont pas nécessairement de qualité gemme, eux sont vendus en lot allant jusqu'à 10 000 carats. À chaque encan, il y a environ 150 clients qui se présentent. Taux de participation, c'est-à-dire que les clients, il y a 85% des clients qui font des offres. Ce n'est pas 85% des clients qui gagnent leurs offres, mais leurs bids. Mais taux de participation élevé. On reçoit entre 6 et 30 propositions pour chaque lot. Et les lots sont vendus entre 20 $ US et 10 000 $ US par carat. Donc, c'est un résumé de comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est la personne à l'écran qu'on voit ici, c'est devenu un ami, Shlomo Tidar, israélien, un passionné des diamants. Il est reconnu mondialement au niveau de sa qualité de tri. Fait que cette personne-là est responsable du tri du diamant chez Stornoway, pour Stornoway. Et vous voyez sur la table la quantité. C'est pas la production. La slide précédente, c'était la production de Stornoway. C'est une photo que moi-même j'ai prise. Ça, c'est une photo d'une autre production. Mais vous voyez la quantité de lots différents que je parlais, là, et chaque lot, le tri est très important. Et la renommée de cette personne-là est rendue est immense dans le sens où il y a même des clients qui font des blind bids, c'est-à-dire des offres à l'aveugle. Fait qu'ils ont juste une description, combien de carats, c'est quelle qualité, puis ils vont faire une offre, puis ça arrive qu'ils remportent l'offre, basée seulement sur le fait que le trieur et Shlomo ou les gens de son équipe, à tout le moins supervisé par Shlomo. Donc, d'où l'importance d'avoir des bons partenaires. Comment est établie la valeur des diamants? Ben, si on prend un diamant comme il circule de 9 carats, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rendement, le yield, est environ, pour une pierre de 9 carats, peut-être 60%. Donc, à partir de la pierre que vous voyez, on va créer un bijou, un diamant poli taillé d'environ 6 carats, 5,5, 6 carats. Et le restant, peut-être une autre petite pierre de 2 carats, 1 carat et demi. Donc, nos clients, c'est des gens qui polissent, qui taillent les diamants, pardon. Et ils regardent les pierres, puis ils établissent, selon leur expérience, ils établissent le rendement, quel type de pierre polie taillée qu'ils peuvent extraire à partir du diamant brut. Et bon, ils déduisent leurs frais, marge de profit, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à déterminer un prix. Vous avez peut-être entendu déjà parler des 4C. Les 4C, c'est les caractéristiques des diamants, donc carat pour le poids, la couleur, la clarté et la taille. Fait que dans le brut, dans le brut, les trois premiers C sont présents. Mais là, pour ce qui est de la taille, mais là, ça vient dans la compétence du tailleur, du polisseur, de maximiser la valeur de la pierre. Donc, on voit à la base, là, notre trieur ou la personne en charge de notre triage a un price book qui contient 15 000 prix en fonction de 15 000 catégories de diamants différents. Et ce price book-là est mis à jour mensuellement là, afin d'être à la page, de tenir compte des conditions de marché qui évoluent constamment. Donc, c'est très particulier. Là, c'est très différent de couler une brique d'or, de l'envoyer à Monnaie Royale canadienne, puis tu as le prix spot de la journée. C'est très excitant aussi à chaque vente de voir le résultat parce que le prix fluctue beaucoup d'une vente à l'autre. Beaucoup moins de ce temps-là,
mais ça a déjà fluctué beaucoup. Un exemple des 4C, c'est la couleur. Fait que vous voyez dans le haut de l'écran des diamants incolores. Fait que on va avoir une couleur DEF. Et plus qu'on tend vers le jaune, on est plus haut dans l'alphabet. De la même manière, le diamant, capacité de réfléchir la lumière, c'est ce qui fait que c'est attrayant. Une coupe parfaite va réfléchir la lumière, va multiplier les faisceaux lumineux, ce qui va le rendre plus brillant, plus attrayant. Donc, la coupe y est pour beaucoup aussi dans la valeur des diamants. Des exemples de prix obtenus de diamants récupérés à la mine Renard. J'ai essayé de mettre des images là, les plus... vous voyez, ces deux diamants de 14 carats. Un, on a vendu 108 000, l'autre 77 000 US. Ça, c'est quelques années. On peut rajouter un bon 50 sur ce prix-là, au prix qu'on y vend maintenant. Je vous dirais, il n'est pas de haute qualité. On l'estime, je l'ai pris en note, mais on l'estime on dirait environ 20 000 US, prix brut. Rendu chez le joaillier, monté. Si c'est un diamant de 5-6 carats, c'est facilement un bijou de 100 000 et plus. Donc, vous voyez des tailles similaires. Vous pouvez voir que lui, à gauche, est plus clair que celui du centre. La forme aussi, celui-là, la forme est moins parfaite. Donc, vous voyez les diamants coupés. La forme, pour réfléchir la lumière, si on veut faire une coupe parfaite, on va probablement avoir plus de pertes sur ce diamant brut-là que sur lui. Donc, ça influence la valeur. C'est pour ça que lui, s'est vendu 25-30 de plus que l'autre. Vous voyez un 25 carats, parfaitement clair, pas d'inclusion, clarté magnifique, 172 000. On peut dire facilement, on atteindrait dans les marchés actuels 250. Comment ça va sur le temps, Ghislain, si tu... OK, il est déjà 1 heure. Donc, les opérations de la mine Renard, je ne réponds en détail. La mine Renard contient plusieurs kimberlites présentes à la mine Renard. R2 pour Renard 2, R3, Renard 3. Actuellement, le Renard a débuté ses opérations à mine à ciel ouvert de 2015 à 2018. En 2018, on a transité vers le sous-terre. Le minage a lieu principalement dans R2 et R3 depuis le début des opérations. Mais on a aussi R4 et R9. Puis vous voyez en termes de volume, R4 et R9 sont plus grosses que R2. Je vais revenir à la fin de ma présentation avec cette slide-là. Mine Renard, je dis une mine souterraine maintenant depuis 2018. Pas de puits. On a seulement un puits de ventilation. Il y en a qui me rappelaient qu'ils avaient travaillé sur notre puits de ventilation il y a quelques années. Oups. Donc, c'est une méthode d'exploitation particulière, pas très commune, mais pas très commune au Canada. C'est bloc foudroyé ou bloc caving. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on coupe des tranches horizontales. Vous voyez un peu ici, il y a une tranche horizontale là. Fait que ça, c'est un chantier. Fait que ce chantier-là peut avoir entre 500 000 tonnes dans la Kimberlite R3 et jusqu'à 6 millions de tonnes dans la Kimberlite R2. Donc, à tous les 200 mètres verticales environ, on crée une tranche, on coupe, on fait l'undercut, donc une couche qu'on vient couper le gisement. Puis à partir de ce moment-là, le gisement s'effondre par lui-même. Et on récupère, on place des points de soutirage à la base pour couvrir entièrement la kimberlite et on soutire le minerai qui s'effondre graduellement. C'est très vulgarisé. On a des gens qui se sont spécialisés dans la méthode de minage au cours des dernières années, mais ça, tout comme tout sujet, il y a des particularités, il y a des détails techniques très importants à respecter. Donc, cycle, c'est des chargeuses de godets de capacité de 15 à 20 tonnes qui remplissent des camions
de 60 tonnes. Les camions remontent à la surface. Actuellement, on produit à partir du niveau 600, qui se trouve à être 600 mètres sous la surface. Et c'est une distance de 4,2 km pour aller à la surface, pour faire un voyage 60 tonnes. Donc, 6500 tonnes par jour, plus de 100 voyages de camions par jour. On a une flotte de 15 camions, on en utilise 11 en tout temps. En termes de récupération, bon, ça c'est la première phase, on le sort de sous terre, maintenant il faut le récupérer, puis il ne faut pas le briser, donc l'usine de récupération de diamants. Essentiellement, c'est une succession de convoyeurs et de tamis qu'on concasse le plus gentiment possible. La roche mère, la kimberlite, c'est une roche molle, afin de libérer le diamant. C'est comme si c'était un arachide dans une cacahuète, puis tu veux juste casser l'écaille sans briser l'arachide, et même pas enlever la petite couche brune qui recouvre l'arachide. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Donc, les tamis plus grossiers, on est en début de processus. Le diamant, une fois qu'il est exposé, vous voyez une particularité au niveau de sa luminescence. Donc, il y a des appareils, des machines au laser, rayon X, qui identifient la luminescence du diamant. Et on expulse le diamant le plus tôt possible dans le processus afin de ne pas le retourner et de risquer de le briser. On en brise, bien sûr, dans le processus, mais notre taux de bris est inférieur à 15 %, ce qui, dans l'industrie, est reconnu pour être une bonne performance. Donc, ça a l'avantage, le diamant, bon, on en parlait plus tôt, pas de substances chimiques, pas de cyanure, c'est essentiellement du tamisage, encore une fois, et des convoyeurs. Bien sûr, flotte de camions et d'équipements miniers, ça prend une infrastructure pour les entretenir. Fait que, encore une fois, quand je parlais des infrastructures de haute qualité pour maximiser le potentiel humain, on est très fiers de nos installations et les mécaniciens qui se joignent à nous sont toujours impressionnés par nos infrastructures. Autre particularité de la mine Renard, on génère notre électricité à partir de génératrices alimentées de gaz naturel. Gaz naturel, bien sûr, moins polluant que le diesel. Ça a permis, dès le début, de réduire, si on compare les émissions de gaz à effet de serre, ça nous a permis, comparativement au diesel, de réduire les gaz à effet de serre de 42 %. Ça a aussi eu l'avantage de réduire les coûts d'opération annuellement. Et au cours des dernières années, je peux vous dire qu'on était très fiers d'avoir des génératrices au gaz naturel comparativement au diesel, parce qu'à un certain moment, on payait le diesel 3 $ du litre, comparativement à 1 $ il y a quelques années. Fait que c'est majeur. Le gaz naturel est plus stable en termes de prix, et les génératrices au gaz naturel génèrent plus de chaleur. On récupère cette chaleur-là pour chauffer l'air minier. Et on est dans le milieu de la baie James, on a des températures dans les pics à moins 45, moins 50, et on est capable de chauffer l'air de la mine jusqu'à des températures allant à moins 25 avec la récupération de chaleur. À partir des températures plus froides que moins 25, mais là on parle de barbecue, c'est-à-dire le système de brûleur pour chauffer l'air. Mais disons que ça contribue beaucoup à réduire les coûts. Donc, ça nécessite, vous voyez les photos, camion qui est chargé de gaz naturel liquéfié, c'est cryogénique, moins 600 degrés Celsius, transporté 1000 km jusqu'à la mine Renard. On voit les réservoirs pour entreposer le gaz. Tout ça est sous l'état liquide. Par la suite, c'est chauffé, vaporisé, puis transporté jusqu'à la centrale énergétique par canalisation. Le gaz naturel qui nous est fourni par Énergir d'une qualité inégalée. Donc, en termes d'entretien et de durée de vie de nos génératrices, on atteint des niveaux d'heures en faisant un entretien minimum là, incroyable. Comparativement, j'ai été visiter une centrale à Berthier similaire où il générait le gaz à partir d'un dépotoir. Le gaz était beaucoup plus sale et l'efficacité et l'entretien étaient beaucoup plus élevés.
Je vous ai parlé du... OK, ben ça, c'est l'autre particularité. J'en ai fait mention au début de présentation, mais ça représente le niveau, le réseau de fossés qui ceinture la propriété. Vous voyez un peu, pour faire des fossés pour que ça s'écoule par gravité, ben, il a fallu quand même faire des excavations assez profondes pour permettre justement à l'eau de s'écouler par gravité du nord-est de la mine jusqu'au nord-ouest. Mais encore là, ça s'est fait à la phase de planification, en écoutant nos partenaires et aussi, ça a l'avantage qu'on gère bien notre eau. Je pense qu'on est la seule mine au Canada qui a cette infrastructure-là. Mais oui, un investissement plus grand au début, mais certainement, ça a contribué à obtenir nos permis d'exploitation de façon plus rapide. Perspective d'avenir. Donc, je vous ai présenté cette slide-là il y a quelques minutes. Je vous disais que principalement, notre minage a eu lieu dans R2 et R3. On va avoir miné R2 de 2017 jusqu'au projet de la miner jusqu'en 2028-2029, environ à 850 mètres de profondeur, peut-être un peu plus. Juste souligner qu'actuellement, on est au niveau 600. Il y a quelques mois, au mois de mars, on a présenté un projet d'extension de vie de mine qui nous amène aux 850. C'est maintenant dans les mains de nos actionnaires discuter des enjeux financiers là, reliés à ça. Mais on s'attend à avoir une réponse positive prochainement. Donc, en projetant qu'on va miner jusqu'en 2028, on parle de 11 ans d'exploitation pour les lentilles R2, R3. La suite des choses, une fois qu'on a l'approbation d'extension de la mine, c'est de s'affairer à travailler sur R4 et R9, qui en termes de volume ont un volume plus important que R2, R3. On parlait de 10-11 ans de vie de mine dans R2, R3. Cependant, la teneur, la quantité de diamants par tonne est plus faible. Donc, ce qu'on projette de faire, c'est d'exploiter les deux lentilles en même temps à un taux plus élevé, environ 8 à 9 000 tonnes par jour, pour produire la même quantité de diamants annuellement, même marge de profit, si on veut, pour maintenir les mêmes marges. Et ça, ben, ça peut nous amener facilement 20-35. Et au-delà de ça, là, seulement la moitié de ça nous amène en 20-35. Si on rajoute ça, ben, c'est encore quelques années d'opération. C'est un calendrier là, un peu qui présente justement là, nos visions, les perspectives d'avenir qui nous amènent jusqu'en 2035-2036. Ça complète ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je suis disponible si vous avez des questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez apprécié. Pour les questions, levez la main, je vais vous apporter le micro. Qu'est-ce que vous faites des résidus? Le pourcentage de résidus, vous faites quoi avec ça? Parce qu'il doit y en avoir certains. La pierre qui se promène là, elle a été polie, il doit y avoir eu des résidus à quelque part. C'est-tu vendu? Oui, bien. On n'a pas besoin de répéter la question, elle a été dite sur le micro. Bien sûr, il y a des résidus miniers. On parle de, je ne l'ai pas mentionné, mais on parle dans le domaine minier, on parle de carats par 100 tonnes. On dit des CPHT, carat per 100 tons. Donc, notre teneur est légèrement inférieure à 100 carats par tonne. Donc, c'est légèrement inférieur à 1 carat par tonne, 1 carat, 0,2 grammes. Donc, pour chaque tonne qu'on extrait, il y a une tonne de résidus. On récupère 0,2 grammes par tonne. Canadien de Malartic mine quoi, du 0,5, 0,6, 0,7 grammes par tonne peut-être. Donc, ça génère des haldes stériles. Ben, il y a des haldes stériles, mais nos résidus sont entreposés. Bien sûr, quand on opère une mine, il y a plusieurs composantes essentielles et on n'en parle pas souvent, mais le parc à résidus, où on entrepose nos résidus, c'est une composante essentielle de l'opération. Donc, on a un parc à résidus où on dépose les rejets de l'usine.
Donc, il y a une partie environ, il y a une partie qui est solide, qui est 8 mm et moins, qui est camionnée. On bâtit une digue perméable et la partie plus fine, elle, est pompée au centre de cette digue-là. Et la digue est perméable et elle filtre. Donc, quand la partie qui est pompée, là, vous pouvez comprendre que c'est une boue là, qui est acheminée là. Mais la digue étant filtrante et perméable, elle filtre le matériel. Et l'eau qui sort de la digue est très claire, récupérée par notre réseau de fossés que je parlais plus tôt. Par la suite, l'eau est traitée. Donc, c'est de cette façon-là qu'on gère les résidus issus de l'usine. Est-ce que ça répond bien à votre question? Moi, ma question, c'est est-ce que vous êtes syndiqué? Non, on n'est pas syndiqué. J'ai travaillé tout au long de ma carrière, c'est une exception près, là, j'ai jamais travaillé dans un milieu syndiqué. Notre philosophie par rapport à ça, c'est syndicat, c'est un moyen de communication entre les travailleurs et l'employeur. Puis quand il y a une bonne communication à la base, puis on a des bons mécanismes de dialogue, on est capable de se parler, puis de se comprendre. En tout cas, j'interprète ça comme les travailleurs n'ont pas eu besoin d'un autre mécanisme pour qu'on puisse se parler. OK. Puis, mon autre question, c'est, je me souviens quand vous êtes entré en production, il y avait un souci au niveau du ministère des Ressources naturelles. Il n'y avait pas de spécialiste en diamant comme tel pour calculer les redevances. Comment ça fonctionne, les redevances, dans votre cas? Redevances, non. Très informé. Mais les gens de Revenu Québec, quand ont été formés, il y a des gens chez Revenu Québec qui ont été formés, qui sont devenus à un certain niveau experts en diamant. Et la façon dont on procède pour déterminer la valeur de ce qui est exporté, c'est qu'à chaque fin de cycle, avant d'exporter notre production, le gouvernement du Québec vient au site faire une évaluation de la production. Fait qu'il regarde les 200, 250 000 carats. Il faut dire qu'il y a un certain tri qui se fait à la mine. On ne met pas tout ça d'une poubelle puis on envoie ça. Là. Fait qu'il y a un tri qui est fait et évalue la valeur des diamants selon leur price book. Ils ont leur price book. Et ils sont aussi accompagnés par des experts qui viennent, récemment, c'est des experts qui viennent de l'Europe, mais ils étaient au site récemment, puis ils m'ont communiqué qu'ils avaient changé d'experts. C'est des gens qui viennent du Canada maintenant, mais qui travaillaient plus dans les territoires du Nord-Ouest, étant donné la présence de mines de diamants dans le territoire du Nord-Ouest. Donc, il y a une évaluation qui est faite, qu'on appelle une évaluation d'exportation, mais ils ont accès à nos résultats de vente, et c'est cette valeur-là qui est utilisée pour déterminer nos revenus et éventuellement les redevances, l'impôt minier, ainsi de suite. Oui, j'en ai encore un autre. Lors du taillage des diamants, il y a certains pourcentage de ces poudres-là ou des petits morceaux. Vous faites quoi avec ça? C'est quoi le pourcentage que vous déposez ailleurs que faire un diamant pour une bague ou quoi que ce soit? Ouais, Stornoway vend le diamant brut. Après ça, on n'est pas dans la taille ou la production de joaillerie. De Beers, étant donné le volume, et même un certain temps, De Beers avait un monopole, c'était le seul producteur, donc il contrôlait toute la chaîne ou presque. Maintenant, ça a évolué. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend le diamant brut, mais le tailleur, le polisseur, lui, avec, comme j'expliquais un peu plus tôt, avec le diamant de 9 carats, il va peut-être avoir un 60% de yield, fait que 5,4, une pierre de 5 carats, disons une autre petite pierre de 1 carat. Les 3 autres carats qui restent, ça devient une poussière, mais ça, c'est utilisé dans la coupe. C'est revendu pour la coupe, la taille, les fraiseuses pour les dentistes, par exemple, ainsi de suite, des usages industriels. Petite question, dans les projets de développement, avez-vous comme ambition de redevenir une compagnie publique? C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, mais de la façon dont je vois les choses au conseil d'administration, non.
je ne m'attends pas à ce qu'on redevienne éventuellement public. Je pourrais rajouter que il y a toujours plein de choses qui peuvent se produire. On a vu dans les dernières années, suite à la pandémie, et c'est pour ça que Stornoway est en production, parce que si Stornoway a dû être restructuré puis il y a eu la faillite, c'est que quand on a démarré la production dans une période où la production mondiale était à un pic. On produisait environ 150, 160 millions de carats par année. Il se produisait sur la planète 150, 160 millions de carats par année. On s'est mis à produire exactement à ce moment-là, 2017-2018. Ça a eu pour effet que plus d'offres pour une demande constante, le prix tendance à la baisse. Jumelé à ça, on s'attendait à avoir un profil de production, c'est-à-dire on s'attendait à produire des diamants un peu plus gros que la partie grossière. Là, on s'attendait à en produire un peu plus. On en produit environ 1,2 %. On s'attendait à en produire 3 %. Ça aussi, ça a eu un impact sur le prix qu'on vendait nos diamants. Ce qui a engendré des revenus beaucoup moins grands que prévu, qui a fait en sorte que Stornoway n'a pas été en mesure de respecter ses engagements financiers, restructuration. Les partenaires financiers actuels, quand ils ont pris possession de l'entreprise, en 2019, le prix du diamant n'était pas très, très élevé non plus. Cependant, il y avait des indications des producteurs qui avaient annoncé qu'ils allaient fermer leur production. Notamment une mine en Australie qui s'appelle Argyle, qui était le plus gros producteur au monde de diamants et surtout de petits diamants, en plein dans notre créneau. Ça a définitivement contribué à faire en sorte de baisser l'offre. La demande, après la pandémie, la question était comment l'offre allait réagir. On a réalisé que l'offre s'est accrue et on se retrouve actuellement, et pour les prochaines années, basé sur des analyses indépendantes, on s'attend à un niveau de production pour les 5 à 10 prochaines années de l'ordre de 120 millions de carats par année, comparativement à 150 qu'il y a quelques années précédemment. On parle de 30 millions, là, 20 % de moins. Imaginez si le prix de l'essence, l'OPEP diminue sa production de 20 % comment que le prix de l'essence va monter. Malheureusement, ce n'est pas les mêmes ratios dans le diamant, là, mais on a vu, surtout depuis le début de l'année 2021, dans les 2 dernières années, on vend nos diamants 50 % plus cher que ce qu'on les vendait il y a 2 ans. Et ça, il y a l'aspect offre et demande. L'offre diminue, la demande augmente. L'autre aspect, c'est la guerre en Ukraine. Malheureusement, il y a une guerre. La Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. La Russie, c'est le plus gros producteur de diamants, de petits diamants au monde. C'est ce qu'on produit aussi. C'est des diamants qui ne sont pas considérés éthiques, responsables pour une majorité d'acheteurs. Les États-Unis étant le plus gros acheteur de diamants au monde, 52 % du marché. L'Europe, le Japon, un autre 20 %. Donc, il y a 70 % des acheteurs environ qui recherchent des diamants de sources éthiques responsables et 30 % qui achètent toujours de la production russe. L'Asie et la Chine, entre autres. Donc, ça joue aussi beaucoup dans la conjoncture. C'est une longue réponse à ta question. Je mentionne ça parce que, en fonction on voit la production diminuer. On voit aussi qu'il y a des opérations importantes, comme les mines Nekati et Daivik, qui ont annoncé la fin de leurs opérations dans les prochaines années, ce qui va faire en sorte qu'ils produisent aussi des petits diamants canadiens. Donc, est-ce que pour un investisseur, ça pourrait devenir intéressant? Possiblement. Et s'il y a de l'intérêt, puis il achète une partie ou de la totalité de ce qui est détenu par nos actionnaires actuels, ça serait une possibilité pour redevenir public, mais via une autre entreprise, pas nécessairement sous le nom de Stornoway. Ma question était quel effet avait notre ami Poutine sur vos opérations? Poutine, je ne ferai pas de commentaire sur Poutine, mais ses actions ont définitivement contribué à faire en sorte qu'il
Les diamants produits par la Russie sont considérés non éthiques ou non responsables. Et ça, chez les clients, notamment aux États-Unis, qui est le plus gros marché, qui ne veulent pas de produits russes, ça fait en sorte que on a plus de clients qui veulent des diamants responsables, et ça a définitivement joué un rôle sur l'augmentation du prix qu'on a vu récemment. Et on pense que ça va continuer on s'attend à ce que le prix continue de s'améliorer légèrement, mais progressivement au cours des prochaines années. Ça va? Est-ce que ça répond à la question? Oui. Non, c'est une dynamique très importante là aussi qu'on voit que c'est mondial, hein, c'est global. Ah, allez-y. Voilà, c'est pas grave. Je suis dans la géopolitique, là. Moi j'ai eu le temps d'écouter ça de ce temps-là. C'est quand même particulier avec ce que De Boers fait, là, les achats qui se font en Europe, là, le diamant, puis on a eu beaucoup de présentations de mines. C'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Dans l'expectative où la guerre continue, est-ce que avec la fermeture des mines dans le Nord que vous nous avez présenté tantôt, dans le fond, on peut s'attendre à une augmentation de production chez vous? Pas significative, dans le sens où un gisement, c'est une ressource naturelle, puis on se doit de respecter ça. On a bien beau vouloir tirer le plus qu'on peut, mais à un moment donné, le gisement, il va te dire « OK, c'est trop », puis il va réagir d'une certaine façon. Le terrain va réagir, il va se créer des instabilités, tu vas avoir des arrêts de production. Fait que il y a quand on parlait de la méthode, puis la méthode, ça c'est vrai en tout cas, selon mon expérience, là, toutes les fois que tu essaies de tirer trop un gisement, tu vas avoir des coups de terrain, tu vas avoir des événements sismiques qui vont se produire, la santé, la sécurité des travailleurs va être impactée d'une manière ou de l'autre. Donc, on se doit de respecter ça. Il y a des façons qui se développent, il y a des façons de faire, des façons qui se sont développées. Je pense à la Ronde, là, puis Inco Eagles, qui ont fait là, dans les 20 dernières années au niveau de la sismicité, puis ils mènent à des profondeurs incroyables. Chez nous, c'est un peu pareil. Le block caving, on estime que le caving s'effectue à une vitesse d'environ, j'oublie là, 8 à 12 cm par jour, 8 à 12 pouces par jour. Donc, si naturellement ton gisement tombe de 8 à 12 pouces par jour, bien, fois ta superficie, ça te donne pas mal ta production quotidienne. Si tu tires plus que ça, tu vas te retrouver avec des immenses roches, tu vas te retrouver avec des instabilités. Puis là, si tu as des grosses roches à gérer, ton taux d'extraction va diminuer, donc ça te rattrape. Fait que c'est de chercher le juste équilibre afin de... Pour produire plus, il faudrait mettre d'autres lentilles en production en même temps. Mais là, selon, on a une infrastructure, puis on voit qu'un rythme où on est là, on est pas mal dans le sweet spot, si je pourrais dire. Ici, M. Pétain. C'était super intéressant. J'ai trouvé ça fort éducatif. J'ai bien aimé. J'ai une question par rapport à la dureté de la roche. Sûrement que vous avez des grands... On parle de diamant, quelque chose qui est très dur. Sûrement que la roche, ça doit être la même chose. Avez-vous de grands défis au niveau de tout ce qui est abrasion? Merci pour ton commentaire sur la présentation. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que le diamant est très dur. C'est une des roches, un des minéraux les plus durs. Mais la roche encaissante, la kimberlite, elle, est très molle. C'est une roche molle. D'où ça, comme je disais, elle s'effondre par elle-même une fois qu'il y a une ouverture suffisamment grande. Et aussi, elle s'altère très rapidement quand elle est exposée à l'eau et à l'air. Donc, quand on prend des carottes de forage, d'exploration, puis on les laisse une semaine dehors, à l'air libre, on prend les carottes, puis la roche s'effrite à main nue. Fait que, si on serait capable, on produirait un peu plus vite, on laisserait le minerai sous terre pendant une semaine avant de l'envoyer à l'usine, puis on aurait des coûts moins élevés d'énergie pour casser le matériel. Mais ça l'amène, ces challenges au niveau minage, quand il vient le temps de faire le support de terrain pour s'assurer de la stabilité long terme des excavations,
Mais encore là, il y a des façons de faire qui ont été développées. Moi, j'ai une question, c'est par rapport au marché. Je me souviens, il y a quelques années, le premier ministre Jean Charest avait dit qu'il attendait, avant d'acheter un diamant, il allait l'acheter de votre production. Puis, vraiment, est-ce qu'il en a acheté un de votre production? Puis, est-ce qu'on peut, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'ils peuvent acheter des diamants de la mine de Renard, par exemple? Je me souviens que les diamants qui étaient produits dans le Nord, au territoire du Nord-Ouest, il y avait une identification, le diamant canadien. Canada Mark, entre autres, oui, en effet. Bon, M. Charest, je ne sais pas s'il a acheté un diamant de chez nous. Il y a eu... on vend le diamant brut et c'est quelque chose qu'on a regardé de près, d'avoir des initiatives de vente pour justement s'assurer que les gens puissent, si tu veux un diamant produit au Québec. Il y a eu quelques initiatives de bijouterie, de joaillerie, comme Burks qui a fait certains événements. Il y a Canada Mark, justement, là, que tu faisais allusion, cette initiative-là existe toujours, mais on n'entend pas beaucoup parler pour avoir été dans plusieurs bijouteries dans la région de Montréal, puis d'avoir demandé un diamant. Un diamant canadien, ils vont t'en trouver. Diamant québécois, ils ne savaient même pas que le Québec produisait des diamants. Et bon, étant donné notre volume de production et la structure financière qui fait en sorte que chaque actionnaire, on appelle ça un stream, dont est propriétaire de 20% de la production à un certain prix. Ça fait en sorte que d'avoir des initiatives, là, on a regardé. À court terme, on ne voit pas qu'il y ait nécessairement d'initiatives là-dessus. Cependant, on va continuer à travailler. Je serais très fier personnellement qu'on puisse... Mais ça prend c'est du marketing, c'est de l'association avec des tailleurs, des polisseurs, et ça prend une traçabilité pour s'assurer que justement tu te retrouves avec un diamant québécois dans ton produit est québécois. On a des initiatives où on vend des diamants bruts et taillés à nos employés. S'il y aurait une demande suffisante, j'imagine qu'il y a certains joailliers qui développeraient cette initiative-là, mais c'est une question de volume. Québec et le Canada n'est pas un grand consommateur de diamants non plus. Pas encore.